Bonjour, bienvenue à la présentation Les défis de la recherche en nutrition à l'ère des données massives. Je me présente Vanessa Allary, conseillère au partenariat industriel chez Ivado. Je serai la modératrice de cette conférence. Quelques mentions en commençant. Comme vous le savez, le temps est précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent automatiquement. Donc, je ferai office de gardienne du temps. La présentation de Monsieur Lamarche sera suivie d'une période de questions et je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet Questions qui est juste à droite de l'écran. Aussi, les présentations sont enregistrées, donc vous pourrez y revenir plus tard à votre convenance. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier. Benoît Lamarche est directeur scientifique du Centre Nutrition, Santé et Société Nutris et professeur titulaire à l'École de nutrition de l'Université Laval. Il a publié plus de 390 articles scientifiques dans des revues spécialisées des domaines de la nutrition et de la santé cardio-métabolique et dirigé plus de 65 étudiants à la maîtrise et au doctorat. Il a reçu de nombreuses reconnaissances, dont le prix des fondateurs de la Société québécoise de lipidologie, nutrition et métabolisme et le prix Koch DJ Boy de la Société canadienne de nutrition. Dans un passé plus lointain, il a participé aux Jeux olympiques d'hiver en patinage de vitesse longue piste 1984 et 1988. Monsieur Lamarche, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bienvenue à tous. Alors, comme je l'expliquais aux organisateurs, il faut avoir la foi qu'il y a des gens qui nous écoutent. On est devant notre écran puis on ne voit pas les participants, mais j'espère que vous allez apprécier ce qu'on pourrait appeler un teaser des défis que l'on rencontre, ou certains des défis que l'on rencontre quand on fait de la recherche en nutrition à l'ère des données massives. Comme ça a été mentionné en introduction, moi je suis le directeur scientifique d'un nouveau centre de recherche à l'Université Laval qui s'appelle Nutris et qui s'intéresse à l'ensemble des facteurs qui influencent et qui déterminent la santé par l'alimentation. Le centre Nutris comporte 50 chercheurs de 12 facultés à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment un exemple de centre où la transdisciplinarité est au menu de la programmation de recherche de nos chercheurs. On a beaucoup d'étudiants gradués et les activités de recherche sont principalement centrées sur trois axes. La nutrition de précision ou la omique, toutes les sciences omiques sont au menu, évidemment. L'axe 2 qui est plus au niveau des comportements et de l'alimentation des comportements alimentaires, donc les aspects plus psychologiques de la saine alimentation. Et finalement, l'axe 3 qu'on appelle nutrition et société, où on étudie les environnements et les déterminants plus économiques, physiques, sociaux, culturels de l'alimentation. Et chacun de ces axes-là repose sur l'exploitation de données qui sont de plus en plus complexes et nombreuses. Et on a développé depuis 2 ans, quand le centre a été créé, une plateforme numérique qui nous permet justement de passer au 21e siècle de la recherche en nutrition et d'exploiter les données qui sont de plus en plus nombreuses et complexes, comme je viens de le mentionner. Évidemment, dans le domaine des omics, que ce soit la nutrigénomique, l'épigénétique, la métabolomique, il y a une culture bien en place d'exploitation de données massives, de données complexes, mais dans des domaines plus classiques de la nutrition, que ce soit la clinique, que ce soit l'étude des environnements influençant nos comportements alimentaires, bien, on est au balbutiement de l'exploitation des données massives. Et donc, la plateforme numérique repose en grande partie sur les épaules de chercheurs qui font partie du Centre de recherche données massives de l'Université Laval. Vous avez Jacques Corbeil, Celle Melloli et François Laviolette qui contribuent de façon importante à l'intérieur du centre à cette plateforme-là. Et ma collègue aussi en nutrition, Marie-Claude Vaux, là, qui est une spécialiste des sciences omiques appliquées à la nutrition. Et donc, c'est à travers leur expertise et leur support qu'on essaie de faire avancer la recherche et de relever les défis qui sont associés à l'alimentation. Premier exemple que je vais donner et qui n'est pas vraiment un défi, mais plutôt un succès qui est en train de faire exploser et évoluer à vitesse grand V, la recherche en nutrition basée sur les données massives. C'est la métabolomique nutritionnelle où on peut caractériser le contenu de certains aliments. Dans ce cas-là, vous avez certaines molécules qu'on retrouve dans le café avant et après torréfaction. Et une fois que le café est consommé, bien là, ces molécules-là se transforment
et on peut ensuite les caractériser dans les individus, les retrouver sur leur forme originale ou sous leur forme transformée, donc des métabolites qui ont été modifiés par l'organisme. Et on a des outils maintenant ultra sophistiqués qui permettent de traiter des dizaines de milliers de molécules et d'identifier des dizaines de milliers de molécules qui sont le résultat, par exemple, dans le sang ou dans des tissus humains, par exemple, qui sont le résultat de la consommation d'aliments. Donc, on appelle ça la métabolomique nutritionnelle et c'est une façon sophistiquée d'étudier ce que les gens consomment et aussi ensuite de voir comment ces molécules-là, qui sont le reflet de notre alimentation, peuvent être associées à certains éléments de la santé. On a fait un projet récemment là, dont les données ne sont pas encore publiées, où on a nourri des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, dans différentes études avec 2 diètes. Une diète de type plus contrôle, ou nord-américaine si on veut. AMA, c'est nord-américaine contrôle, où 3 fois par jour, les gens, 3 repas par jour recevaient de l'alimentation qui était prédéterminée dans notre cuisine métabolique. Et donc, on leur demandait vraiment de consommer ce qu'on leur donnait comme aliment. Et par la suite, ces gens-là ont consommé une diète méditerranéenne, encore une fois, avec tous les aliments fournis pendant un certain nombre, une certaine période, que ce soit de 4 à 5 semaines. Donc, en faisant des prélèvements sanguins après la diète contrôle, donc tous les repas fournis de type nord-américain et la diète méditerranéenne, on est en mesure d'essayer d'identifier la signature métabolomique d'une diète méditerranéenne qui est une diète santé et de peut-être relever certains défis associés à l'évaluation alimentaire qui est souvent très subjective parce que quand on demande aux gens « qu'est-ce que vous mangez », les gens oublient certains aliments, il va y avoir des biais de désirabilité, on va avoir tendance à oublier, entre guillemets, les aliments qui sont moins bons pour la santé. Alors, par l'approche métabolomique, on peut identifier en faisant un prélèvement sanguin la signature métabolomique de la diète méditerranéenne dans un contexte pleinement contrôlé. Donc, avec une mesure non ciblée du métabolome sanguin suite à chacune des 2 interventions, on a pu mesurer par LC-MS donc plusieurs dizaines de milliers de métabolites et ensuite en appliquant des outils d'apprentissage machine et différents algorithmes, on a pu, en prenant les échantillons sanguins de la diète contrôle versus la diète méditerranéenne, voir avec quelle précision on pouvait prédire, basé sur certains métabolites et certains algorithmes, le tube appartenait à quel sujet au moment de quelle diète. Et donc, sans rentrer dans les détails, en utilisant des algorithmes bien connus, là, comme des arbres décisionnels, des forêts aléatoires, on avait une exactitude de prédire si les gens étaient sur la diète méditerranéenne ou contrôle de presque 99%, entre 93 et 99%, et qui démontrait justement la capacité par des approches d'apprentissage automatique et des algorithmes bien connus en apprentissage, notre capacité d'identifier des métabolites qui prédisent le fait que les gens sont sur la diète méditerranéenne ou non. Puis, en faisant un appariement des métabolites identifiés qui permettaient d'avoir une exactitude aussi élevée avec des bases de données connues, on est capable de faire le lien entre ces métabolites-là et leurs sources alimentaires comme des légumineuses, des légumes, des fruits, etc. Donc, c'est une approche très puissante qui permet de raffiner notre capacité d'étudier l'alimentation en ayant des mesures très concrètes et objectives de la consommation d'aliments une fois dans l'organisme, une fois dans le sang. Donc, c'est une avancée qui est très importante parce que ces signatures-là, si on peut, après ça, les faire évoluer et les développer pour des applications éventuelles plus dans un milieu pratique, clinique, de santé, mais ça va nous permettre de encore mieux comprendre et de mieux documenter le comportement alimentaire des gens. Évidemment, l'étude que je vous ai présentée, c'était dans un contexte pleinement contrôlé. Les gens recevaient tous leurs repas à tous les jours pendant 4 à 5 semaines. Donc, on sait exactement ce qu'ils ont mangé. La réalité, c'est que quand on fait des études nutritionnelles, on ne peut pas faire toujours de la métabolomique et on travaille avec des questionnaires. Et c'est très difficile de mesurer exactement ce que les gens mangent. Donc, ça, c'est un menu typique au Canada d'une famille. Et quand on demande aux gens, bon, mais qu'est-ce que vous avez mangé hier? Bien, il y a des oublis, il y a des défis associés à ça, il y a des bases de données qui ne sont pas parfaites
une orange mangée au mois de juillet, une orange mangée au mois de janvier n'a pas la même composition non plus, etc., etc. Donc, il y a plein de défis associés à la mesure de la consommation alimentaire et ça crée des défis. Dépendamment des outils qu'on utilise aussi, alors des journaux alimentaires qui contiennent beaucoup d'informations, mais qui sont difficiles à traiter. Il y a des problèmes de méthode associés à ces mesures-là, etc. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut, à travers des outils d'apprentissage automatique, améliorer notre capacité à prédire, par exemple, un comportement alimentaire qui serait sain, basé sur des relevés alimentaires qui ont leurs propres faiblesses, qui ont leurs propres limites, qui ont leurs propres forces aussi. Et donc, on a fait une analyse en collaboration avec François Laviolette et son équipe du CRDM. On a comparé, voir est-ce que l'approche plus contemporaine par algorithme de machine learning nous permettrait de mieux prédire un comportement alimentaire quand on a mesuré ce que les gens ont mangé, mais de façon imparfaite. Alors, vous avez un exemple ici où on a essayé de prédire la consommation adéquate de fruits et légumes avec une certaine valeur de consommation par jour et en utilisant des modèles classiques, par exemple la régression logistique. Et vous voyez que notre précision, donc l'accuracy, la capacité de bien prédire la consommation de fruits et légumes en utilisant un paquet de variables disponibles dans l'environnement des gens, le comportement des gens, etc., était seulement de 64 %, ce qui n'est pas très élevé. On avait espoir qu'en utilisant des approches d'apprentissage machine et différents algorithmes, on pourrait améliorer parce qu'on a utilisé le plus de données possible pour prédire cette consommation de légumes et fruits, pas juste les facteurs socio-économiques, mais aussi les environnements, les connaissances, etc. Donc, exploiter le plus de données possible. Et à notre grande surprise, les algorithmes n'ont pas performé mieux que les approches classiques. Donc, on est encore autour d'une précision de 64-65 %. Alors là, il y a un défi, c'est-à-dire que oui, le machine learning, les algorithmes ont un potentiel important de classification et tout ça, mais il y a un défi probablement associé à la qualité des données. Alors, ma compréhension du domaine, c'est que quand on utilise des données qui ont une finesse très importante et qu'on essaie de classifier les images, par exemple, de chats ou de chiens, ça fonctionne très bien quand les images sont très claires. Le défi qu'on a à l'alimentation, c'est que nos images ne sont pas claires, nos mesures sont imprécises. Ça ne veut pas dire que ce sont des données qui ne sont pas fiables, mais le comportement alimentaire, c'est un comportement qui est complexe et qui est diffus. Et donc, d'essayer de prédire un chat d'un chien ou une alimentation riche en légumes ou en fruits à partir d'une image diffuse, c'est plus difficile et donc les algorithmes ne performent pas mieux que les outils qu'on a en ce moment. Donc, il va y avoir un travail vraiment important à faire pour essayer d'améliorer l'approche analytique qui va nous permettre de prédire un comportement ou des images plus diffuses, donc un comportement alimentaire, par exemple. Il y a évidemment l'avènement de la technologie d'analyse d'images, tout ça qui va potentiellement révolutionner le domaine complètement. Alors là, vous avez 3 images qui sont quand même faciles à distinguer quand on essaie d'identifier, par exemple, le steak et le différencier des saucisses ou d'un verre de bière. Donc, c'est des exemples assez simples à traiter. Mais quand on tombe dans des choses dans des plats complexes, etc., l'analyse d'image a ses limites. Vous voyez sur cette analyse-là, donc il y a des identifications qui se font qui sont correctes, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui vont être identifiés de la bonne façon, mais il y a d'autres aliments comme les other foods, on n'est pas capable avec les outils actuels de différencier certaines catégories d'aliments parce que ces aliments-là se ressemblent beaucoup. Et l'autre défi qu'on a aussi, c'est le défi par l'analyse d'image du volume. Donc, combien d'aliments y a-t-il dans l'assiette? Et on le voit ici quand, dans le cas du riz, par exemple, c'est difficile d'identifier combien de riz dans cette assiette-là. Donc, il y a des défis très, très majeurs en termes d'analytique d'image qu'on n'a pas encore réussi à relever complètement. Un défi additionnel, vous avez ici 2 images de pâté chinois, un de nos plats nationaux. Bien, il y en a un qui pourrait être rempli de lentilles et qui pourrait avoir moins de sel que l'autre et c'est impossible de le voir sur la base de l'image. Donc, c'est des promesses qu'on a
du domaine de l'apprentissage machine, des réseaux de neurones, etc. Mais le défi reste entier parce que le découpage, l'analyse de ces images-là complexes est loin d'être simple. Et donc, le constat qu'on peut faire, c'est que d'une façon générale, toute la science nutritionnelle qui s'appuie sur les omics, que ce soit la génomique, la métabolomique, la protéomique, l'épigénétique, ça, c'est des domaines où l'intégration des outils un peu plus performants basés sur les données massives est quand même très avancée. Mais au niveau d'étudier un comportement aussi simple que la consommation de fruits et légumes ou la qualité globale de l'alimentation, c'est loin d'être simple à faire parce que c'est pas un comportement qui est très discret. C'est-à-dire, c'est pas oui ou non presque jamais. C'est très diffus, c'est influencé par plusieurs dimensions. Il y a l'erreur de mesure associée au comportement lui-même, il y a les bases de données qui sont imparfaites, etc. Donc, il y a un défi majeur ici de transposer le succès qu'on a dans le domaine médical au succès qu'on pourrait avoir potentiellement dans le domaine de la nutrition. Alors, la qualité des mesures, évidemment, pourrait s'améliorer par des photos. Vous avez dans le bas de l'image ici une application que j'ai vue apparaître en 2018, potentielle application intégrée au système de santé d'Apple. Puis que juste par la réalité virtuelle, on pourrait prendre notre téléphone, mesurer l'assiette, puis voir que là, il y a de l'avocat, tant de quantité, etc. Mais 3 ans plus tard, ils n'ont pas réussi à le faire encore parce que cette application-là n'existe pas. Donc, il y a des défis majeurs. Puis, je n'ai même pas parlé de l'interprétabilité des modèles en machine learning, etc. Donc, il y a d'immenses défis associés à l'intégration des sciences des données massives, d'exploitation des données massives en nutrition. Il y a plein de promesses, mais il y a encore plein de défis à relever. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est vraiment un teaser. 15 minutes, c'est très rapide. Et je remercie mes collègues du CRDM qui font partie du Centre Nutris, encore une fois, François Laviolette, Jacques Corbeil et Celle Melouli, celles qui travaillent en collaboration avec des chercheurs en nutrition pour l'analyse des réseaux sociaux qui parlent de l'alimentation. C'est un autre exemple où il y a beaucoup de promesses, mais qu'il y a des défis majeurs à relever. Donc, je m'arrête ici, 15 minutes, et je prends les questions, là, comme promis, s'il y en a, évidemment. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lamarche. Donc, j'invite encore une fois les participants à écrire leurs questions sur l'onglet en bas à droite, questions dans Swapcard, et on va pouvoir les adresser là, dans les prochaines secondes. Donc, je vais commencer avec une question. En fait, vous dites qu'il y a beaucoup de défis, puis c'est compréhensible selon ce que vous avez élaboré là, dans votre présentation. Mais quelles seraient les avenues selon vous, ou est-ce que vous avez des idées de percées potentielles dans votre domaine précisément? Oui, ben en fait, la première avenue potentielle, c'est justement de réussir à développer des applications qui vont nous permettre de faire une mesure plus précise et plus fiable, on va dire, de l'alimentation des gens. On n'est peut-être pas, on parle pas d'une année ou deux, mais on peut imaginer un développement où, par exemple, éventuellement, quand on aura du succès à identifier des aliments dans une assiette, incluant l'identification adéquate, le bon aliment et aussi sa quantité, on va déjà passer par-dessus le volet subjectif de l'autodéclaration des aliments consommés. Et si on peut le faire en plus d'une façon passive, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de prendre leur téléphone, mais qu'à travers des caméras qui sont quelque part sur l'individu ou dans ses lunettes ou dans la maison ou peu importe, que ça se fait de façon passive, on va arriver à une mesure encore plus objective de l'alimentation. La métabolomique a beaucoup de potentiel par rapport à ça, mais la métabolomique va avoir ses limites aussi. Ça va nous dire peut-être qu'est-ce que les gens ont mangé éventuellement, mais ne nous diront pas avec qui on mangeait, ni à quelle heure, ni quel était le repas, etc. Donc, il y a des défis comportementaux aussi à la saine alimentation et ça, c'est pas juste les sciences au mix qui vont pouvoir répondre à ça. Tout à fait. Merci pour votre réponse. En fait, j'ai un commentaire de Madame Lydia Robitaille qui dit « Excellente présentation, Benoît. Bravo pour cette recherche. » Donc, j'imagine que vous vous connaissez, possiblement.
Oui, donc il nous reste encore un bon 5 minutes. Je ne sais pas si vous aviez peut-être un sujet que vous auriez aimé approfondir d'ici là. Ah, bon, voilà, j'ai une question, je vais vous la poser tout de suite. Alors, avez-vous essayé des modèles issus de l'apprentissage profond pour prédire l'apport en fruits et légumes? Une question de Bénédicte L. Tremblay. Non, on n'a pas encore essayé, je ne suis pas surpris de sa question. On n'a pas encore essayé pour des raisons, plusieurs raisons. En fait, c'est qu'on n'a pas d'abord utilisé des modèles de classification relativement simples en machine learning. Euh, L'autre raison aussi, c'est que la complexité des données ne permet pas d'aller dans des modèles de neurones, par exemple, ou d'apprentissage profond. Euh, Tant par la quantité de données que par aussi leur simplicité. Et donc, peut-être qu'on pourrait éventuellement examiner des modèles comme ça, mais là, pour l'instant, on ne l'a pas fait parce qu'on est un peu limité dans la quantité de données et la qualité des données qu'on a pour faire ça. Donc, ce serait quelque chose à examiner éventuellement si on a plus de données et qu'on est en mesure de développer ces outils-là, de les exploiter plutôt. Merci. Je sais qu'on discutait avant la présentation que vous aviez identifié en fait qu'il manquait des partenaires industriels peut-être dans votre écosystème de recherche. Donc, je vais vous laisser glisser un petit mot là-dessus. Si vous aviez votre partenaire idéal, ce serait qui? Oui. Ben, en fait, il y a plusieurs dimensions qui seraient intéressantes à développer, mais tout développement par rapport à l'analyse et la classification d'images, mais appliqué au domaine de la nutrition ou des aliments en soi, c'est une expertise ça, qui est très pointue. Comme je l'ai mentionné, là, ce domaine-là a évolué énormément dans la capacité d'identifier des images de toutes sortes. Au niveau alimentaire, il y a des défis additionnels associés à ça. Donc, un partenaire qui aurait cette expertise-là pour développer des outils d'analyse et de classification d'images qui permettraient par la suite, parce que nous, une fois qu'on a une identification, le reste est facile à faire. Mais il faut d'abord, dans l'assiette des gens, dans ce que les gens consomment, il faut faire la bonne identification. Il faut identifier les bons aliments et leur quantité. Une fois que ça s'est fait, là, le 90% du travail difficile est fait. C'est de l'intégration avec d'autres bases de données. Donc, c'est vraiment une expertise qui permettrait de résoudre ça. Puis, on n'est pas encore rendu. Ça fait 5-6 ans que les gens essaient de le faire. Les applications qu'ils font sont imparfaites encore. Donc, c'est un immense défi, mais il y a un potentiel exceptionnel de développement dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une autre question ici. Oui, excusez-moi, peut-être je vous ai coupé. Non, ça va, ça va. Ok, c'est bon. Donc, la question est de Tony Leroux. Comment pensez-vous traiter les effets de la transformation ou de l'ultra-transformation sur l'allure des aliments pour ressembler à certains aliments alors que leur contenu n'est pas ce que leur allure prétend? Je veux dire, l'image du pâté chinois est le meilleur exemple. C'est-à-dire, vous pourriez avoir un pâté chinois très gras, très riche en sel, peu de fibres, pas de légumineuses, pas de viande végétale. L'autre à côté qui a exactement la même allure, qui est moins riche en gras, qui a des légumineuses, qui a des protéines végétales dedans, pas de sel. Alors, il y a des gens qui utilisent des techniques avec des signatures infrarouges en prenant des photos pour essayer d'identifier certains specs qui permettent de détecter la présence de certaines molécules, comme le sel, par exemple, ou le sucre. Mais c'est tout un défi, ça aussi. Les aliments peuvent avoir exactement la même allure et avoir des contenus nutritionnels très différents. Donc ça, j'en ai pas parlé, puis c'est une excellente question. C'est un défi immense et je ne sais pas comment on va le résoudre. Ça va être de croiser l'information de la photo potentiellement avec d'autres informations que les gens pourraient fournir en cours de route, mais c'est tout un défi, ça. Excellent. Donc, comme vous le dites, il y a beaucoup de défis, mais il y a beaucoup de potentiel aussi. Puis je pense que c'est un point à retenir là, de votre présentation. Oui, puis on est un centre où il y a du développement à faire aussi dans ce domaine-là. On parle de l'évaluation alimentaire, mais l'analyse des réseaux sociaux et des contenus, toutes les sciences nomiques, etc. Donc,
un beau potentiel de collaboration chez nous avec plein de chercheurs dans ce domaine-là. Excellent. Je vais terminer ici la période de questions puisqu'on risque d'être coupé. Je vous remercie infiniment pour votre présentation. J'invite les gens qui auraient d'autres questions à les poser directement à Monsieur Lamarche. Donc, vous pouvez soit par Swapcard ou écrivez-nous, puis on va pouvoir transférer les questions par la suite. Un grand merci encore une fois, puis je vous souhaite un bon événement.